Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre programme de l'actualité du sport à l'international. Nous sommes en direct, bien sûr, sur les antennes de Canal 2. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser au dilemme des binationaux avec le cas Paul-Georges Ntep, Samuel Umtiti, Jean-Christophe Baïbek, qui ont récemment atteint l'âge requis pour pouvoir évoluer avec la sélection Espoir. On va s'interroger à l'idée de comprendre que fera la sélection du Cameroun pour pouvoir ramener ces jeunes du côté camerounais, bien évidemment. À la suite, le tennis avec le Master 1000 de Londres qui a vu récemment la victoire de Djokovic au forfait de Federer. On va également faire un point sur la finale de Coupe Davis qui a lieu dans quelques jours. Et pour sortir de cette édition, avec la saison NBA qui a récemment débuté, on fera le round-up de la conférence Est et de la conférence Ouest pour s'intéresser aux différents favoris. Voici pour vous, messieurs, dames. Retour sur le plateau. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Média Presse, l'actualité de la presse sportive internationale. De Sun Sport ce matin, le quotidien britannique fait état de la volonté de Messi de mettre la pression sur les dirigeants catalans car sa clause de 200 millions d'euros qui aurait été formulée par un club britannique auprès de son agent. Wayne Rooney, quant à lui, adresse des remerciements à Roy Hodgson, le sélectionneur anglais, pour avoir malgré tout redonné un sens à la sélection. A Bola, le quotidien portugais, fait état de la situation financière du Benfica à mal et qui, pour retrouver l'équilibre, devra accepter l'offre de Valence pour 38 millions d'euros concernant l'Argentin Enzo. Du côté de Manchester United, Luis Van Gaal impose le retour de Nani au mercato. La Gazzetta dello Sport évoque l'attitude de Massimo Allegri, l'entraîneur de la Juventus, envers les Romains. Selon lui, l'international espagnol Morata a tout pour être un joueur de classe mondiale. Du côté du Milan AC, on lorgne déjà sur le néo-international italien Okaka. Xabi Alonso fait la une de Marca car il n'hésite pas à égratigner son ancien coéquipier Iker Casillas et affirme que Neuer est sans aucun doute le meilleur gardien du monde. Marca revient aussi sur l'attitude de la Côte d'Ivoire face au Cameroun que le quotidien qualifie de grotesque. Le quotidien catalan Sports dit ce matin, il n'y a pas de cas Messi. Malgré les folles rumeurs de départ, le président Bartomeu a discuté avec son père et le joueur semble être tranquille. L'attitude de Xabi Alonso à dévaloriser Cristiano Ronaldo et Iker Casillas ne passe pas inaperçue. L'international croate Rakitic du FC Barcelone est à l'affiche d'El Mundo Deportivo ce matin et avoue vouloir tout gagner avec le Barça et croit véritablement au projet de Luis Enrique. Le président Bartomeu est déjà, selon le quotidien, en pleine tractation pour le cas Messi. À la une de l'équipe ce matin, le quotidien français titre Vincent Labrune, à la suite de sa garde à vue, dit tout sur les agents sportifs et différents transferts à l'OM. Et en tennis, ce sera à midi que l'on saura si Federer jouera ou non la finale de la Coupe Davis à la suite de ses différentes douleurs. France Football, l'hebdomadaire français titre sans embâche danger à l'OM pour des raisons autres que les malversations actuelles. Le quotidien évoque le risque d'une Gignac dépendance, du cas Bielsa dont l'avenir est incertain, des fins de contrat qui embarrassent, une DNCG qui menace et une équipe qui s'essouffle. L'hebdomadaire revient aussi sur le cas du Qatar 2022 avec cette guerre ouverte à la FIFA. Ce sera tout pour votre rubrique Média Presse. On se donne rendez-vous à la prochaine édition. Je suis Alain Marchal d'RMC et BFM TV. Suivez Samedi Sport sur Canal 2. Canal 2 International. Pensez au rendez-vous.
C'est reparti pour du breaking news sur les antennes de Canal 2 concernant Samedi Sport. Alors, on va s'intéresser à ce drame survenu ce week-end concernant l'international, l'ex-international camerounais Valérie Mézag. Alors, avec vous, Georges Gimbous, un mot à l'attention du cas Valérie Mézag. C'est une triste nouvelle pour le football camerounais et j'ai une pensée pour la famille de ce jeune footballeur. Parti dans la fleur de l'âge, à peine 31 ans, c'est vrai qu'il n'a pas eu une vie facile. Il a eu un accident en 2003, 3 jours de coma. Il a eu des problèmes sportifs assez compliqués. Il était actuellement CFA2 et partir comme ça sans pouvoir profiter de sa vie jusqu'à un certain âge, c'est triste. Donc j'ai une pensée pour sa famille, une pensée pour tout le milieu du sport camerounais et français. Et c'est vrai que ce drame date déjà d'une semaine. Ceci va nous permettre aussi de s'intéresser à l'actualité des Lions indomptables du Cameroun qui se sont qualifiés de manière assez brillante, comme on a su, ou du moins, tout au moins, comme on l'a remarqué hier soir du côté de la Côte d'Ivoire. On va regarder en image quelques petites actions pour essayer de comprendre véritablement ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Et puis là, clairement, les Camerounais n'ont plus envie. Et c'est Kolo qui en assume complètement la responsabilité. Vous avez vu, c'est lui qui a montré à tous les autres, stop, on ne joue plus, on joue avec le gardien et autres. Kolo a l'ossature pour endosser en quelque sorte cette pression vis-à-vis du public. Montrer que lui assume complètement ce calcul en homme d'expérience du haut de ses 34 ans. Regardez, Hervé Renard qui fait... Il sait que le match est fini. Voilà, il préfère regagner les vestiaires. Est-ce qu'il désapprouve? Est-ce que c'est un geste pour désapprouver ou est-ce que c'est un geste pour dire bon c'est fini? Je ne sais pas. Ah, c'est très intéressant ce que l'on voit là. C'est peut-être ce qu'on a vu de plus intéressant en 90 minutes là, ce qui se passe actuellement. Psychologiquement, il y a une vraie interrogation. En Europe, on se cache un peu plus pour faire ça. Là, on se cache pas du tout. On joue à 7 dans son camp. C'est assumé. Ah, mais c'est complètement assumé et endossé par Coloto. Voilà, le tableau qui est provisoire, on peut considérer qu'il est définitif. Oui, à part si la RDC se fait égaliser, mais ici, il n'y aura pas de but. Ça, je vous l'annonce tout de suite. Non, mais dans l'ordre, je peux vous dire que ça ne bougera plus. Non. Clairement. Ouais. Je pense que M. Bouchaïb pourrait peut-être même anticiper sur son coup de sifflet final. Ça se fait. Même Boni est revenu. Regardez, peut-être qu'il a envie de toucher la balle complètement. Il a compris que le ballon ne passerait plus le milieu de terrain, donc c'était pas la peine de rester de l'autre côté. L'arbitre marocain qui regarde sa montre à l'instant. Et c'est l'assistant d'Hervé Renard qui coach sur la fin. Le public en tout cas s'est rangé à l'avis des joueurs. Il encourage malgré tout son équipe. Il fait la qualification malgré tout. La Côte d'Ivoire et le Cameroun seront les deux équipes qualifiées dans ce groupe D, dans ce qui aura été sur les... Effectivement, vous l'avez constaté, on assistait à une scène surréaliste. Alors ça me permet d'interroger mes spécialistes, avec vous Arthur Drouin. Lorsque vous regardez des actions comme celle-là, où on constate avec désarroi que ça ne joue pas. Oui, bon, ça ne joue pas. Vous avez dit tout à l'heure, brillante qualification. Je pense que c'était brillant avant ce match-là. Le dernier match, l'équipe camerounaise était qualifiée, première déjà de son groupe. Les Ivoiriens avaient juste besoin d'un match nul. Au final, on aurait quand même pu jouer. La RDC s'est qualifiée en gagnant 3-1. Et tout le monde est qualifié dans ce groupe-là. Bon, on aurait pu s'éviter ce triste spectacle. On n'avait pas besoin de ça. Mais bon, c'est les événements qui ont dicté ça. C'est regrettable, mais bon, c'est comme ça. Alors, avec vous, Célestin Djamène, à l'heure où on parle des rencontres truquées, entre guillemets, celle-là n'est pas l'attitude qui n'est pas à valoriser dans un contexte actuel. Oui, c'est vrai qu'il y a bien longtemps que le football n'est plus un simple jeu, malheureusement. Le football est néanmoins, et malgré tout, depuis très longtemps, noyé dans des enjeux financiers et tactiques assez regrettables. Le match qu'on vient de voir entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est vrai que les Ivoiriens avaient absolument besoin d'un match nul pour être qualifiés. Le Cameroun a été qualifié, comme l'a dit Arthur, bien avant ce match-là. Donc, s'il y a des choses à regretter, à reprocher dans l'ensemble du match, parce que quand on est compétiteur, on doit être sur le terrain, on doit se battre quand même, on doit se donner un petit peu. C'est pour ça que le football est considéré comme un sport, on va dire, assez attrayant, quoi. Je veux dire, si les gens viennent sur un terrain pour vraiment livrer un triste spectacle, très franchement, sur le plan de l'éthique du sport, c'est assez regrettable.
Et c'est pour ça que quelque part, je convainc quand même ce match, quoi, parce que les gars auraient pu se donner davantage, mieux que ça. Alors, avec vous, Georges Gimbous, on a constaté qu'il y a un nouveau dispositif de joueurs qui sont très intéressants, notamment Kweke, Clinton Ndje, et dans une moindre mesure aussi Oyongo Bitolo, qui est assez satisfaisant. Oui, bien sûr, cette réforme engagée par le coach Volker Finke après la débâcle de la Coupe du Monde, elle a porté ses fruits. Nous terminons première équipe du groupe sans aucune défaite. Mais même s'il est vrai que sur ce match, on n'a pas grand-chose à reprocher Lyon sur le plan de l'attitude, moi je trouve quand même que terminer sur cette note-là, c'est un peu triste. Et j'espère vraiment que la CAF va réagir parce que là, M. Issa Hayatou et tout son comité ont l'occasion de frapper du poing sur la table pour qu'il y ait un avant et un après Cameroun-Côte d'Ivoire. Parce qu'à la fin, cette génération, moi, ça ne me surprend pas trop parce que c'est l'histoire de leur carrière, espoir et déception. Ils ont toujours déçu, ils déçoivent encore une fois de plus. Se qualifier comme ça, si c'est tout ce qu'ils ont pu offrir à leur public, pardon, ils ont perdu 4-1 à Yaoundé, ne serait-ce qu'un petit sursaut d'orgueil pour quand même, sur leur terre, essayer de montrer qu'il leur reste un semblant d'âme, un soupçon d'énergie. Terminer comme ça, c'est regrettable quand même. Très bien, on va donc en profiter pour, n'est-ce pas, à l'attention des téléspectateurs, rappeler tout simplement que l'international camerounais Léonard Kweke, que voilà, a mis à disposition ce maillot, que vous pouvez bien sûr obtenir. Il suffira simplement de répondre à la question suivante. Léonard Kweke évolue en Turquie, au sein de quel club? Réponse A, Bursaspor. Réponse B, Rizespor. Réponse C, Konyaspor. Et justement, puisqu'on parle de Coupe d'Afrique, on va en profiter pour s'intéresser à la CAF qui a récemment décidé d'attribuer cette compétition, notamment à la Guinée équatoriale. Et pour en parler, qui de mieux qu'un membre du comité exécutif de la CAF, notamment Amadou Diakité. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Merci beaucoup. Alors, monsieur Diakité, quelles sont les raisons qui ont justifié le choix de la Guinée auprès du comité exécutif? Merci de l'opportunité que vous nous donnez. D'abord, compte tenu de la situation, le choix n'était pas très large. Il fallait un ancien organisateur et de surcroît un organisateur récent. Parce qu'il fallait des infrastructures sportives, hôtelières et médicales qui étaient déjà prêtes. Et il faut surtout une structure d'organisation qui était déjà là. Et donc, le choix de la Guinée équatoriale s'est avéré juste dans la mesure où ils avaient organisé en 2010 et les infrastructures sportives étant là et ensuite la structure d'organisation également et leur intérêt également. Donc, ça n'a pas été tellement difficile pour la CAF de choisir la Guinée équatoriale qui répondait à tous les critères que nous avions fixés à l'avance. D'accord, très bien. Alors, la suite, quelles sont les mesures sanitaires prises par la CAF, n'est-ce pas, pour le danger que représente Ebola? Comme vous le savez, il y a les problèmes de sécurité et de santé relèvent des États. C'est l'État du pays organisateur qui prend les dispositions. La CAF, ce que la CAF peut faire, c'est de donner instruction à tous ceux qui viennent pour la CAN de se soumettre aux directives médicales directives sanitaires que le pays hôte va mettre en place. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous donnons instruction à toutes les délégations sportives, aux dirigeants, aux supporters, à tous ceux qui viennent pour la CAN, de s'astreindre rigoureusement aux procédures médicales et aux procédures sanitaires mises en place par le pays hôte. La CAF n'a pas de moyens pour surveiller le processus sanitaire. C'est l'État qui reçoit, qui le fait. Et la CAF enjoint à toutes ses composantes de s'astreindre rigoureusement à cela. Donc tout le monde respectera ce que la Guinée équatoriale mettra en place comme structure, comme procédure sanitaire. Alors, monsieur Diakité, le désistement du Maroc ne va-t-il pas provoquer un manque à gagner pour les éventuels annonceurs? Non, figurez-vous que les contrats que nous avons signés avec nos partenaires financiers sont signés sur des années, pas sur les pays. Donc, quel que soit le pays qui organise, les annonceurs, c'est la même chose.
Ça ne change pas du tout la nature des contrats qui nous lie avec nos partenaires financiers. Donc sur ce plan, il n'y a pas de souci à se faire. Très bien, M. Diakité, on vous remercie pour votre disponibilité. On se dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, c'est gentil. Alors, Georges Guibos, la réaction de M. Diakité, elle est assez claire tout de même, hein, concernant la position de la CAF par rapport à l'attribution de cette compétition à la Guinée équatoriale. Tout à fait, ces explications sont claires et logiques. La CAF, c'est une institution internationale, ils ont une image à défendre, ils se devaient de réagir. Comme il l'a dit, ils ont des engagements avec un certain nombre de partenaires. Et j'apprécie, c'est une très belle victoire pour la CAF d'avoir réagi aussi vite parce que c'est pas toujours évident à 2 mois d'une compétition de trouver une solution de rechange parce qu'ils ont fait face à un problème vraiment important. C'était un cas de force majeure qu'ils ont réussi à gérer avec une grande vivacité. Donc ces explications elles sont claires, ça se tient et voilà, bravo à la CAF. Vive la prochaine CAN et que le football vive. Alors sur ce, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, on va simplement vous rappeler qu'il y a quelques éditions, vous avez fait valoir une enquête exclusive concernant les matchs truqués dans le football, mais on ne croyait pas si bien le dire au vu du scandale récemment survenu du côté de la France, avec notamment les matchs truqués en Ligue 2. Et cet ensemble de garde à vue, notamment pour certains dirigeants du côté de l'Olympique de Marseille. On va en profiter pour suivre attentivement une conférence comme ça survenue par donnée par le président de la Ligue, Frédéric Thiriès, en urgence. Les images signées RMC TV. Mesdames, Messieurs, dans un souci de transparence, mais dans le respect des principes auxquels l'avocat que je suis, vous le comprenez, est attaché, c'est-à-dire le secret de l'instruction et la présomption d'innocence, voici ce que je souhaitais vous dire à cette heure. D'abord, je vous confirme que sur instruction des juges parisiens, messieurs Tournaire et Robert, des perquisitions et des gardes à vue ont été effectuées hier et ce matin par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire sur des soupçons de trucage de matchs en Ligue 2 la saison passée. Si ces soupçons sont avérés, il s'agit d'une affaire extrêmement grave pour le football français, pour la Ligue de football professionnel organisatrice du championnat et pour moi-même, à titre personnel, car j'ai toujours placé l'éthique et l'intégrité du sport au cœur de mon action. Le football professionnel, vous le savez, a beaucoup fait et continue à faire beaucoup dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, les paris truqués, avec l'aide constante des pouvoirs publics, le service central des courses et jeux, Tracfin et j'en passe. Car la corruption, ou même le simple soupçon de corruption ou de trucage sont un poison mortel pour notre sport et pour le sport en général. À quoi servons-nous si le public, les fans, les supporters ne peuvent plus croire dans la sincérité des résultats? C'est pourquoi je souhaite que la police et la justice fassent rapidement toute la lumière sur cette affaire. À court terme, les personnes mises en cause pourraient être présentées devant un juge d'instruction sous 48 heures. Bien évidemment, la Ligue professionnelle et la Fédération française de football, ensemble, se constitueront partie civile pour défendre l'honneur du football. Et si des faits de corruption, de trucage, d'arrangement ou de simples tentatives d'arrangement sont avérées, croyez-moi, les instances de la Ligue prendront les sanctions disciplinaires ou administratives, individuelles ou collectives, qui s'imposent avec la plus grande fermeté. Et je vous rappelle que cela peut aller jusqu'à la radiation et à l'exclusion des championnats. À ce stade, malheureusement, tenu par le secret de l'instruction, je ne peux pas vous en dire davantage et je ne pourrai donc malheureusement
répondre à vos questions, que ce soit sur cette affaire particulière ou sur les opérations judiciaires qui se déroulent en ce moment même à Marseille. Merci de votre présence. Alors rappelons avec vous, Célestin, que ce point de presse est uniquement pour les matchs truqués, non pas pour la situation à l'Olympique de Marseille. Alors, que se passe-t-il exactement dans le football français actuellement? Alors, dans cette affaire, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a d'une part les affaires de rétrocommission des joueurs, qui concernent notamment les dirigeants, les ex-dirigeants de Marseille, à savoir Labrune et ses prédécesseurs, et quelques directeurs généraux de Marseille également. Et la deuxième partie, c'est effectivement les matchs truqués, notamment en Ligue 2. Alors, sur la première partie, à savoir les matchs de rétrocommission concernant André-Pierre Gignac, il est clair que les présidents de Marseille, successivement, Pape Diouf, Dacier et Labrune, ont été placés pendant quelques jours en garde à vue. C'était d'ailleurs prolongé de 24 heures. Ouais. Ils ont été tous remis en liberté aujourd'hui. Ouais. Il y avait 15 personnes auditées par la police judiciaire de Paris, dont ils ont été remis tous en liberté. Donc il n'y a pas eu d'engagement de poursuite judiciaire. On peut dire qu'effectivement, ce serait un non-lieu, enfin, c'est établi pour l'instant en tout cas. Maintenant, pour la partie concernant les matchs truqués, ça, c'est des arrangements dont on soupçonne, notamment Nîmes, Caen, Dijon, Bastia, de s'être mis d'accord pour effectivement essayer de soit l'un de se maintenir en Ligue 2, soit pour l'autre, en l'occurrence Caen, de passer en Ligue 1. Alors, le problème s'est passé qu'il y a eu des écoutes téléphoniques pendant pratiquement plus d'un an, notamment sur les directeurs généraux de Nîmes et de Caen. Et à l'issue de ces écoutes téléphoniques, on a trouvé des preuves. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mise en examen jusqu'à ce jour, mais des preuves accablantes. Attention, notamment, ce matin, justement, il y a eu 6 personnes concernant les matchs truqués qui sont mises en examen concernant ce cas. Ils ont été passés devant le juge d'instruction. C'est une source, c'est une dépêche. Ils sont mis en examen, donc tout récent. Ça veut donc dire que l'affaire sera engagée donc, en justice. Il y aura un procès et on verra effectivement si ces présidents de club ou ces personnes concernées ont effectivement été l'objet d'arrangements avec des versements de pots de vin. Parce que s'il y a une entente simple entre les différents clubs, on ne peut donc pas les soupçonner d'avoir reçu d'une part ou de l'autre des pots de vin. Maintenant, s'il y a eu des arrangements, c'est-à-dire des pots de vin versés d'un club vers un autre, il est évident qu'à ce moment-là, effectivement, la justice sera implacable et impardonnable. Alors, on va justement suivre attention à la situation avec le canal enchaîné, n'est-ce pas, qui a révélé des écoutes téléphoniques entre le président Jean-Marie Conrad de Nîmes et Jean-François Fortin de Caen, dans lequel on constate l'édition du canal enchaîné d'hier justement, dans lequel on constate que les deux protagonistes effectivement se sont mis d'accord pour un arrangement lors de cette rencontre de la Ligue 2 la saison dernière. Alors avec vous, Georges Guimbous, ces situations, vous pensez que la France, le championnat français se sortira de cette tempête? Mais déjà, la première chose qui m'interpelle dans la réaction de M. Thiriez, c'est son apparente sincérité. Et moi, j'ai l'impression que M. Thiriez sort d'un très très long sommeil parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-être ça a pris de l'ampleur par les médias, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le football français. Maintenant, les deux affaires dont il s'agit peuvent ne pas paraître liées, mais au départ, ces deux affaires sont très liées. Comment est-ce que la justice en arrive à écouter des responsables sportifs? C'est parce que dans le sud de la France, il y a un certain nombre d'extorsions de fonds qui sont opérées par des bandes mafieuses auprès de boîtes de nuit et certains détournements de fonds qui sont opérés dans des salles de jeu. On commence à écouter ces personnes-là et on se rend compte que certaines de ces personnes sont en relation avec des clubs de football, notamment Marseille et Nîmes, parce que l'actionnaire majoritaire de Nîmes, qui est d'ailleurs en prison à l'heure où on se parle, est propriétaire de certaines salles de jeu qui font l'objet de certaines enquêtes. À Marseille, il y a la personne qui récupère les fonds auprès des boîtes de nuit qui subissent ces extorsions, qui a été impliquée dans le transfert de Gignac et qui a perçu 200 000 euros. On parle aussi de Jean-Christophe Cano, qui est l'agent de Gignac, qui serait aussi, entre guillemets, qui a facilité une certaine proximité, un rapprochement entre ces dirigeants. Oui, il se trouve que la personne, le représentant du gang mafieux qui procédait au prélèvement auprès des boîtes de nuit, est un ami d'André-Pierre Gignac et a proposé ses services à l'Olympique de Marseille et leur a dit « je peux créer un rapprochement entre le club et l'agent de joueur d'André-Pierre Gignac ». À la fin de l'opération, il y a des commissions qui ont été versées à l'agent de joueur, 1 200 000 euros, et une partie de cet argent a été reversée
à cet ami qui, entre autres, fait partie d'une organisation mafieuse. Justement, on va en profiter pour voir, n'est-ce pas, en image, une photo de Jean-Christophe Cano, hein, figurez-vous, qui va aussi jouer un rôle essentiel dans le premier sujet de cette édition concernant les binationaux. Vous comprendrez pourquoi d'ailleurs. Et on en profite pour essayer, puisque vous parlez de Gignac, sa réaction juste après la rencontre France-Suède, comment il s'en est sorti, surtout l'attitude qu'il a eue lorsque les journalistes sont allés vers lui. Suivez plutôt. Pierre, ça a gâché votre plaisir, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, d'entendre votre nom. Voilà pourquoi. Une question un peu sur le contexte. Ouais, maintenant, je pensais que c'est Baptiste. Ah bon? Elle est. J'imagine, voilà, ça va. Alors, Gignac qui décidément semble ne pas être content, n'est-ce pas, de l'attitude de certains journalistes par rapport à cette actualité-là. On va en profiter pour sortir de cela, pour évoquer le premier sujet de cette édition. Autour des binationaux, figurez-vous hein, que les trois binationaux concernés, notamment Samuel Umtiti, Jean-Christophe Barbier et Paul-Georges Ntep, ont justement atteint l'âge requis pour ne plus pouvoir évoluer avec les sélections espoirs. Alors, prochainement, on les verra plus dans les sélections espoirs et non plus avec l'équipe de France. Cependant, la question, du moins, on va s'interroger tous ensemble avec les spécialistes pour savoir ce qu'il en est du côté camerounais pour pouvoir récupérer, n'est-ce pas, ces joueurs qui peuvent apporter un plus. Aussi, le jeune Gando qui est du côté d'Orsay. Alors, avec vous, Georges Kimbous et notamment Sébastien Djamé et Arthur Djonwan, quelle est votre position par rapport au cas des binationaux? Que se passe-t-il avec le Cameroun concernant ces binationaux? Déjà, ces trois cas doivent être traités de manière différente. Monsieur Umtiti et Paul-Georges Ntep sont des gens qui sont nés au Cameroun et qui se sont retrouvés en France très jeunes et qui ont été formés et ils y sont restés depuis l'âge de 8 ans, il me semble. Jean-Christophe Baebek est natif, il est né en France. Maintenant... Mais ça ne change rien sur la situation, on est d'accord? Ça ne change rien sur la situation, mais c'est tout un petit peu différent parce que entre quelqu'un qui a quand même une petite connaissance du Cameroun parce qu'il a passé 8 ans, un autre qui n'y a jamais vécu. Qu'est-ce qu'on va dire de Tamaye qui n'avait jamais posé les pieds au Cameroun et qui est venu jouer pour la sélection? Justement, il faut comprendre une chose parce qu'aujourd'hui on pose le problème des binationaux. Moi je vois des missions qui sont engagées, il y a des fonds qui sont engagés pour se rapprocher de ces personnes-là, mais ça ne devrait pas, à mon humble avis, se passer ainsi. Les deux derniers retours qu'on a eus, notamment Choupo-Moting et Matip, c'est parce qu'en 2010, le Cameroun était très bien classé au niveau de la FIFA. Le Cameroun était une équipe attrayante. Le Cameroun faisait moins l'objet de polémiques dans les médias. Au jour d'aujourd'hui, quelles que soient les missions qu'on va mettre en place, ces jeunes-là ne sont pas tentés de venir aujourd'hui évoluer au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Lorsque ils voient tout ce qui se passe aujourd'hui comme bataille au sein de la fédération, lorsqu'ils voient tous les problèmes qu'il y a eu lors de la récente Coupe du Monde, lorsqu'ils voient les problèmes qu'il y a eu au retour de la CAN féminine de l'équipe nationale du Cameroun, ces jeunes qui sont en France, qui ont grandi dans un milieu professionnel avec des règles bien strictes et qui ne demandent qu'à s'épanouir, qui ne demandent qu'à vivre dans un environnement qui leur permet d'exprimer leur talent et de se vendre pour la suite de leur carrière, veulent être dans un environnement sain et professionnel. Alors, c'est avec vous. Le tort doit être fait à ces jeunes qui ne manifestent pas, entre guillemets, peut-être une volonté d'être sélectionnés au Cameroun ou la structure dirigeante qui, peut-être, n'est pas à la hauteur. Bon, moi, je pense que d'abord, la question qui se pose, c'est une question d'abord de volonté. Il est évident qu'il s'agisse d'Axel Gando, Umtiti, Baebek et autres, c'est les joueurs qui ont toujours manifesté la volonté de jouer avec l'équipe de France A. Toujours. Bon, c'est vrai qu'avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il y a eu quelques délégations de Camerounais qui sont partis en Europe pour contacter ces joueurs-là, et ils ont donné leur accord de principe. Mais on sait bien que Umtiti, par exemple, pour ne pas le citer, il a toujours déclaré qu'il voulait jouer pour l'équipe de France A, senior. Donc, le problème, c'est que pour jouer dans une équipe nationale, il faut un peu de volonté, de patriotisme, d'amour de son pays, ce qui ne semble pas transparaître chez ces jeunes-là. Ce n'est pas possible. Donc, de continuer à mettre le grappin, de focaliser sur ces joueurs qui ne veulent visiblement pas jouer pour l'équipe du Cameroun. Les motifs qu'on avance, c'est-à-dire que les faits divers, les problèmes de prime, l'image du Cameroun tout le temps écornée, n'incitent pas ces jeunes, bien sûr, à vouloir peut-être venir jouer avec l'équipe de leur pays d'origine. Mais pour moi, ce n'est qu'un prétexte, parce qu'en vérité, il y a eu des cas, Choupo-Moting, je veux dire que et Joël Matip, quand ils ont été repris en 2010 en Afrique du Sud, à 2 mois de la Coupe du Monde,
Il n'y avait pas une image, je veux dire, excellentissime de l'équipe du Cameroun non plus. Mais pourtant, ils sont venus parce qu'ils avaient la volonté de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun senior. Donc, le problème qui se pose au Cameroun, c'est qu'on a recours à ces jeunes-là. Pourquoi? Si nous avions un championnat jeune au Cameroun, un championnat junior, qui a disparu depuis quelques années maintenant, on aurait moins recours à ces binationaux pour venir renforcer l'équipe senior du Cameroun. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas simplement mettre en avant le prétexte, comment dirais-je, des faits divers, de l'image du Cameroun qui est écornée, mais aussi faire en sorte que la pépinière du football du Cameroun soit remise sur pied par l'introduction d'un championnat junior. Comme ça, on aurait chaque année des joueurs valables, des jeunes sur le terrain, capables de prendre la relève des vieux lions. Donc le problème, il est là au fond, en fait. Hein. Alors, avez-vous un tour de roi? Moi, j'ai récemment approché Jean-Christophe Baïbek, qui, entre guillemets, à chaque fois que je lui parle du Cameroun, ça fait plaisir. C'est-à-dire que dans son attitude, on ressent cette éventualité de pouvoir rejoindre le camp camerounais. Mais cependant, on constate aussi que la démarche qui a été celle du Cameroun n'a pas été la démarche normale dans ce sens que ce ne sont pas... c'est pas l'encadrement technique qui a approché ces joueurs, ou les anciens lions, comme on le fait un peu partout, mais curieusement, ce sont des fonctionnaires qui les ont approchés et qui ne peuvent pas leur garantir un futur, entre guillemets, en sélection. Bon, alors moi, je vais être un peu plus radical. Sincèrement, je suis contre la démarche. Il n'y a pas de démarche à faire vis-à-vis de... Je rebondis sur ce que Célestin vient de dire. L'amour du pays. Sentir... À n'importe quel prix, peut-être? Sentir qu'on veut revêtir le maillot de sa sélection, les couleurs, défendre ses couleurs, ça n'a pas de prix. Alors après, qu'on soit obligé d'avoir des délégations qui viennent vous voir, qu'elles soient de fonctionnaires, c'est pas là le problème. Qu'est-ce qu'on sent? Georges a parlé tout à l'heure du fait que certains étaient nés ici, ils avaient peut-être vécu ça, ou d'autres sont nés à l'extérieur, mais au fond, qu'on parle de sport ou pas, il faut d'abord sentir qu'on a un attachement viscéral envers un pays qu'on veut défendre. C'est d'abord ça le vrai problème. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on a au fond de soi? Et une fois qu'on a ce désir-là, les problèmes après de primes ou d'organisation, ça vient après. Je veux dire, ici, est-ce qu'ils se sentent vraiment camerounais? Moi, je suis contre le fait qu'il y ait une délégation qui aille les chercher. Vous vous sentez camerounais ou pas? Vous avez envie de défendre ce pays ou pas? Vous faites la démarche. Vous êtes le joueur, vous faites la démarche. Vous vous rapprochez. Bon, d'accord, aujourd'hui, ils sont professionnels, ils ont 1000 choses à penser. Mais moi, sincèrement, sur le plan, j'entre pas vraiment dans le fond Baïbek ou Mtiti, je parle de la démarche. Pour moi, sincèrement, il faut d'abord ressentir l'amour de son pays et vouloir jouer pour son pays. Donc, pour moi, on n'a pas à les suivre pour ça. Alors, et vous, Georges Guibouze, justement, tout à l'heure, on parlait de l'Olympique de Marseille avec Jean-Christophe Cano, qui était, entre guillemets, mêlé l'agent sportif, qui est également l'agent de Paul-Georges Ntep, et qui, aux dernières nouvelles, d'après certaines sources très très proches de ce cas, effectivement, met une certaine pression à Deschamps, puisque c'est aussi un proche de Deschamps, pour que Georges Ntep puisse rejoindre tout naturellement l'équipe de France. Alors, une réaction par rapport à ces situations-là? Ça se comprend très facilement. Il faut comprendre qu'un joueur, en fonction de son statut international, a une certaine valeur sur le marché. Donc, pour cet agent de joueur, Cano, que Georges Tepp vienne jouer pour le Cameroun, son joueur n'aura pas la même valeur sur le marché que si Georges Tepp joue pour l'équipe nationale française A. Donc, il est évident et normal et compréhensible pour M. Cano, qui pense à ses commissions, qui pense à la carrière de son joueur, qu'il fasse pression à Deschamps pour qu'il joue pour l'équipe de France. Maintenant, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Arthur. C'est vrai que moi, je suis d'accord. D'ailleurs, le sélectionneur l'a dit lors d'une récente conférence de presse. Volker Finke, il a dit, lui, il est contre le fait que les gens se déplacent pour aller voir les joueurs. Un, il faut qu'on soit patient. De deux, lui, il n'a jamais émis le vœu, en dehors de peut-être Paul-Georges Tepp, il n'a jamais émis le vœu de sélectionner ces joueurs-là. Donc, lui, il a dit, pour l'instant, il faut qu'on laisse ces jeunes-là, lui, continuer à les observer. Mais le sélectionneur, lui, il n'a jamais émis la volonté de les convoquer. Maintenant, là, je ne suis pas d'accord, c'est que la patrie n'a rien à voir avec le sang. Les Noirs américains, ils ont du sang noir, ils n'ont aucune goutte de sang blanc, mais ils ne se sentent pas africains. La patrie a quelque chose à voir avec son ressenti, avec son vécu, avec ses attaches. Ces jeunes, où sont leurs attaches aujourd'hui? Elles sont en France. Où sont leurs amis? Ils sont en France. Où vivent leurs parents? Ils vivent en France. Les repères également. Tous leurs repères. Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune qui a grandi à Saint-Denis, ça lui parle de venir jouer en Fandena? Ça ne lui parle pas du tout. Donc la seule chose qui pourrait attirer ce jeune, du fait que... Non, on dit justement que s'ils n'ont pas la volonté de jouer avec l'équipe de leur pays d'origine, c'est pas grave. Qu'ils restent donc pour jouer pour la France. Non, mais c'est pas un problème du tout. Ça nous amène à un autre problème. Il n'y a pas de problème. Seulement que tout le monde n'a pas la même posture que vous. Ça nous amène au problème de fond. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
nous ayons besoin de payer des billets d'avion à des gens pour qu'ils aillent faire des démarches auprès de jeunes de 17 ans. Mais on ne devrait pas avoir à le faire si on avait une organisation professionnelle. On serait plutôt attrayant pour ces jeunes-là. On n'aurait pas besoin d'aller vers eux les convaincre. Eux, ils regarderaient le Cameroun et ils auraient envie de venir. C'est ce qu'a dit Arthur. Mais justement, c'est ce que je dis. Mais ça nous ramène donc au problème. Il faut réorganiser, il faut professionnaliser, il faut voir ce qui ne marche pas à l'équipe nationale, qui fait que des jeunes de 18 ans qui ont des parents camerounais n'ont pas envie de venir jouer ici. Moi, je peux vous dire, pour avoir discuté avec quelques-uns de ces jeunes joueurs-là, la chose qu'ils vous disent toujours, parce que moi je leur dis, mais vous avez des parents camerounais, vous avez des oncles camerounais, pourquoi vous venez pas? Et deux fois, ils sont de temps en temps au Cameroun en plus. Moi j'ai vu Umtiti au stade à Yaoundé. Il était là discrètement, il est venu regarder. Mais lorsque vous allez lui poser la question, il va toujours vous parler de professionnalisme. Malheureusement, c'est des joueurs professionnels qui pensent à leur carrière d'abord. Et pour eux, ils n'ont pas envie de venir voir tout ce qu'on voit là. La preuve, Matip, il ne vient plus. Pourquoi? Pour des raisons d'organisation, un manque de professionnalisme. C'est tout à fait autre chose. Parce que je prends l'exemple de nos Lyon, nos filles, qui sont parties jouer en Coupe d'Afrique CAN féminine et qui, sans un sou, dans des conditions spartiates, sont parvenues à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Donc ça, je le tire mon chapeau. Elles ont eu la volonté, elles ont eu à cœur la volonté de défendre un drapeau, un pays. Elles l'ont fait jusqu'au bout, j'allais dire jusqu'en finale. Donc ça, je le tire le chapeau. Maintenant, si effectivement on se rappelle des cas de Bruno Ngoti, des cas qu'on appelle Pascal Nouma, de Boumson, donc qui tergiversaient sur le choix du Cameroun. Très bien, ils ont joué pour la France. Maintenant, ils en sont où? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas besoin, comme l'a dit Arthur, de faire une démarche, d'aller vers ces jeunes-là pour leur demander de venir jouer pour leur pays. On n'a pas à le faire. Et les gens qui se battent, donc quand même, on l'a toujours fait pour les autres, pourquoi pas pour eux? Non. On l'a fait pour, comment il s'appelle? On l'a fait pour Gaëtan Bon, on l'a fait pour Etam Mayer qui était même équatorien, puisqu'il a et pourquoi pas pour ceux qui sont donc camerounais? Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu 2 délégations dirigées par M. Ntamak, d'ailleurs sans Volker Finke, d'ailleurs qui s'en est ému d'ailleurs, et qui sont allés, ils ont fait chou blanc. Je veux dire que finalement, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu un accord de principe, tout diplomatique, quoi, mais sans plus. Donc, quand on fait déjà une approche de cette sorte, que les jeunes ne sont pas très enthousiasmés par le fait de venir rejoindre leur pays d'origine, c'est pas une question de sang, c'est une question de... Je me sens camerounais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une question de sang, c'est une question de patrie. La patrie, c'est pas dépendant du lieu où vous habitez. Les Israéliens qui vivent en France sont profondément israéliens, quel que soit le lieu où ils sont d'ailleurs. Les Juifs américains, ce sont d'abord israéliens. J'ai ressenti Juifs américains, quoi, je veux dire. Sur le plan purement sportif, si on regarde dans l'histoire des binationaux, il n'y en a pas un seul qui était en position d'être sélectionné par l'équipe de France qui est venu au Cameroun. Tous ceux qui viennent, c'est parce que tous les façons... Charlie Tange a été sélectionné à 29 ans en 2011. La suite de sa carrière ne nous donne pas l'impression qu'il aurait pu faire il était quand même, il avait le vent en poupe, Charlie Tange. Merci pour lui. Il a joué à Lens, il a joué... Merci pour lui, c'est Benjamin. Il va être content, je crois. C'est pas Charlie Tange d'aujourd'hui, Charlie Tange des années 2010, 2009. Ah ouais, c'est pas la même personne. Oui, voilà, on est d'accord. De manière raisonnable. Effectivement, on est d'accord là-dessus. Tous les binationaux qu'on a récupérés, soyons honnêtes, aucun d'entre eux n'aurait jamais joué en équipe de France. Soyons honnêtes. Mais justement, Georges Gimbous, avec le cas pour le Georges Ntep, qui des 3 ou des 4 est celui dont on parle le plus. D'ailleurs, certains médias, certains journalistes l'annoncent dans la futures listes de Didier Deschamps. Mais l'une des chances qu'on a éventuellement, c'est que, effectivement, comme la France est qualifiée pour l'Euro, elle ne va jouer que des rencontres amicales et qui ne compte que pour du beurre, qui n'empêche pas toujours le Cameroun de pouvoir essayer de récupérer ce cas-là, surtout pour le Georges Ntep, qui est quand même le maillon essentiel du quatuor, on va dire ça comme ça. Mais justement, ça me ramène à mon propos précédent, qui est de dire que quand un joueur a, de par ses capacités sportives et de par sa forme actuelle, la possibilité d'intégrer l'équipe de France, il n'a aucune raison de venir au Cameroun. Excusez-moi. Parce que ce garçon, il a 21 ans, il pense à sa carrière. Il y a des millions de Camerounais qui travaillent pour des sociétés étrangères à l'extérieur du Cameroun, ils pensent pas à leur patrie, ils pensent à leur carrière. Ce jeune, il a 21 ans, il pense à sa carrière d'abord. Moi, j'ai écouté Paul-Georges Ntep. Je souhaiterais qu'il joue pour le Cameroun de manière très sincère parce que ce sera un gros apport pour notre équipe, mais je pense qu'il ne viendra pas. Pour l'avoir écouté, il ne viendra pas. De toutes les façons, Paul-Georges Ntep, il frappe à la porte de l'équipe nationale A de France. Il suffirait qu'il y ait un blessé ou un désistement dans les prochaines sélections. Il sera appelé, vu la forme qu'il a actuellement en première division française. Donc, dites-moi pourquoi ce jeune va se priver de cette belle occasion de jouer en équipe de France A. Et qui va le valoriser aussi. Qui va le valoriser, qui va augmenter sa valeur sur le marché. Ces joueurs-là ont été champions du monde junior les moins de 20 ans.
mais ils sont peut-être obnubilés par le fait que, bon, étant champion du monde junior, de moins de 20 ans, ils ont peut-être des chances d'intégrer l'équipe de France senior. Bon, c'est peut-être ça. Mais on a l'exemple, je crois, d'un joueur qui était originaire de l'ex-Zaïre, la RDC, qui a fait 2-3 sélections, c'est tout, mais il a disparu des tableaux de bord. Donc c'est simplement pour dire que moi, quand je parle à Drogba, qui a quand même grandi en France, dans une grande partie de sa vie, il aurait pu choisir la France aussi. Attention, c'est Saint-Germain, Drogba n'était pas dans ce cas. Drogba, 24 ans, c'était un pied carré quasiment. Il a quand même vécu, il a grandi dans le... Guingamp, oui, donc il aurait pu choisir aussi la France. Il a percé, oui, mais Célestin, il a percé quand il est arrivé à Marseille. Oui, mais quand Célestin parle de jeunes joueurs qu'on a sélectionnés 2-3 fois, qu'on n'a plus jamais sélectionnés, oui. Mais c'est tant mieux pour le Cameroun qu'ils ne soient pas venus. Est-ce que nous, on a besoin de ce genre de joueur qui, au bout de 2-3 sélections, après, il va disparaître des radars? On n'en veut pas. Nous, on veut des joueurs performants. C'est quoi l'intérêt pour nous d'aller... Parce que moi, je vois des délégations qui vont... Qu'est-ce qu'ils font comme promesse à ces joueurs? Que vous soyez bon ou pas, on vous promet que vous allez jouer. Non. Ce joueur, vous allez le voir. 2 mois après, il n'est plus titulaire, il ne joue plus. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. On veut des joueurs performants. Donc, s'ils ont été sélectionnés par la France et qu'ensuite on les a pu sélectionner, ils n'étaient plus bons. Donc, ce n'est pas une perte pour le Cameroun. Tant mieux pour tout le monde. C'est bon pour la suite de leur carrière qu'ils continuent les en continuer. D'où le fait de ne pas trop vouloir insister, parce qu'en vérité, quand on va voir les joueurs, on engage des frais pour les missions en Europe, pour aller voir des joueurs, et qui n'ont pas vraiment une envie évidente de jouer pour le Cameroun, je veux dire qu'on n'a pas insisté plus que ça. C'est aussi bête que ça. En tout cas, ces trois-là, mais justement, en parlant de ces trois, le dispositif, c'est-à-dire que pour le jeune tête, dont on sait que sur le couloir, il est excellentissime, on peut le dire, Baïbek qui est aussi très intéressant, dans une moindre mesure aussi Ngando au milieu de terrain, et Samuel Mtiti au niveau de l'axe central qui est vraiment impérial. Que peuvent-ils apporter à cette section des Lions qui s'est récemment qualifiée? Imaginez ces joueurs dans le groupe. Est-ce que ça peut apporter la continuité de la paix, entre guillemets, retrouvée? Ça peut modifier le schéma tactique de l'entraîneur actuel. Ça peut apporter une solidité dans le jeu offensif ou défensif de la sélection camerounaise. Je ne crois pas qu'on ait des vides dans ce couloir, dans ces compartiments aujourd'hui en équipe du Cameroun. C'est une équipe en reconstruction. Non, mais je veux dire qu'il faut quand même que ces joueurs aient quand même un minimum de sélection pour qu'on jette l'opprobre sur eux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne suis pas en train de mésestimer l'apport éventuel que peut avoir ces joueurs-là pour l'équipe du Cameroun. Simplement, je dis que ce n'est pas un absolu, ce n'est pas une absolue priorité. Je dis encore une fois, il faut que nous, au Cameroun, qu'on puisse organiser des championnats jeunes. Mais il y a quand même des personnalités comme Roger Mila qui, par rapport à ce sujet, en parlent un peu plus ou énormément. C'est quand même pas le fruit du hasard. Parce que si nous, on peut nous reprocher de n'avoir pas le bon œil, à lui, on ne peut pas faire le même reproche. Déjà, il faut du point de vue du sélectionneur, déjà, il l'a dit lui-même. Il n'a aucune pression vis-à-vis de ses binationaux. Il en a approché 2. Paul Georges Depp, qui l'intéresserait parce qu'il dit qu'il pense qu'il pourra apporter quelque chose, et Mbolo, avec qui il a eu une discussion, et lui-même... Sauf qu'Mbolo n'est pas binational. Oui, mais il est en phase de l'être parce que la Suisse va lui donner un passeport. Et Fink lui-même, il est revenu en disant « Je serais étonné que ce jeune y revienne parce que déjà, j'étais surpris de voir qu'il parle très bien le Suisse allemand, il est très bien intégré en Suisse et tout, j'étais étonné. » Paul Georges Depp, il apporterait beaucoup sur le flanc gauche. On a quelques soucis sur le flanc gauche. La dernière fois, il y a pas de la production. C'est Bédimo qui monte très souvent. Ndié, il joue à gauche. Il repique, il varie beaucoup. Mais Ntep, il apporterait quelque chose. Umtiti, il apporterait une grosse stabilité dans l'axe de notre défense. Parce que n'oublions pas, Mbia, il dépanne. Mais ce n'est pas vraiment un défenseur central. Moi, je pense qu'il apporterait plus dans le milieu du terrain. Donc Umtiti, oui, ce sera un gros apport en défense. Ntep, ce sera un gros apport sur le côté. Baebek, ça peut se discuter. Maintenant, moi je dis, le sélectionneur jusqu'ici ne nous a pas donné l'impression qu'il allait beaucoup changer son groupe. Il est parti sur une idée. Il a constitué son groupe. Et pendant toute la phase de qualification, il n'y a pas eu de grande surprise par rapport à la première sélection. Il a continué avec son groupe et il ne donne pas l'impression de vouloir modifier. Il va peut-être prendre 1 ou 2 pions, binational ou pas. Mais pour l'instant, je pense que l'équipe du Cameroun n'a pas de problème. Mais je crois que Roger Mila, bon, il a du flair, c'est un attaquant de race, c'est un joueur de race. Mais je veux dire que c'est une opinion qu'il a émise. Mais pour moi, l'équipe du Cameroun est en construction. C'est une équipe qui a besoin de cohasion. Alors, le peu de matchs déjà effectués... Et les binationaux ont aussi le droit de faire partie de cette construction. Mais encore une fois, ce n'est pas pour diviser les billets et les nationaux. Je veux dire, c'est pas le... Binationaux, je veux dire. Excusez-moi. Donc, c'est pas pour les mettre en opposition. C'est simplement pour dire que
Moi, je pense que ce que Volker Finke a fait, je n'ai pas toujours apprécié ses actes, mais je pense que pour le coup, il a été tout à fait bien inspiré de dire que ce n'est pas une priorité pour lui, quoi. Il va dans les stades de football. Il était à Bépana, je crois, dimanche dernier, pour essayer de visualiser quelques joueurs. Il en a vu des Donc, meilleurs, très bien. ça c'est sûr. Il faut qu'on lui fasse confiance en tant que technicien. Bon. Non, mais je veux dire, le problème aussi, c'est de fond. Le championnat camerounais a des grosses lacunes. Il y en a qui n'ont même pas de stade, et carrément, en dehors de Douala-Yaoundé, on n'a pas de Très bien, stade c'est de Saint-Germain. football. Oh, Il faut puisqu'on mettre évoquait. l'accent sur les championnats jeunes. Très bien, c'est Saint-Germain. Puisqu'on évoquait justement ce talent des binationaux, le génie qu'ils représentent, on va s'intéresser à d'autres génies, notamment avec notre discipline, le tennis, avec le Master 1000 de Londres qui a eu la semaine dernière, qui a vu le sacre de Djokovic, numéro 1 mondial, au détriment de Federer, qui malheureusement était forfait. Alors, avec les spécialistes, on va revenir sur ce tournoi. Aussi s'intéresser à la finale de Coupe Davis qui a lieu dans quelques heures, on va dire, entre la France et la Suisse éventuellement. Alors, avec vous, Arthur John-Wan, d'ailleurs, par rapport à ce Master 1000, quelles sont les conditions, n'est-ce pas, les critères pour pouvoir faire partie de ce Master 1000 du côté de Londres? D'accord. Alors, Master 1000, c'est le dernier tournoi de tennis de l'année. C'est les 8 meilleurs mondiaux. C'est les 8 premiers tout au long de la saison qui se retrouvent au Master 1000 de Londres. Ce Master 1000 de Londres, ce qui a eu lieu cette année, c'était simple. C'était vraiment le résumé parfait de toute la saison de tennis. Vous avez un gagnant, Djokovic, numéro 1 mondial, qui a montré sa solidité tout au long de l'année, depuis l'ouverture de la saison. Vous avez un Federer qui est arrivé en trombe à la fin, qui a bien débuté et qui a fini en trombe. D'accord, très bien. On revient vers vous, Arthur John-Wan, car nous avons en ligne, en direct depuis Paris, le journaliste Beansport, Thibault Leroll, qui était envoyé spécial pour Beansport, notamment du côté de Londres, pour ce tournoi, qui va nous en dire plus. Thibault, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Alors, Thibault, vous qui étiez du côté de Londres, pour commenter ce tournoi pour le compte de Beansport, appelons-le, comment avez-vous trouvé, parce que nous on s'intéresse ici au cas, éventuellement au cas Djokovic et Federer, comment avez-vous trouvé Federer en fait, durant tout le tournoi? Bah, écoutez, lui et Novak Djokovic semblent quand même sérieusement au-dessus du lot, et ils l'ont été. Sur les premiers tours, on rappelle que Federer n'a perdu que 13 jeux en 3 premiers matchs. Djokovic, lui, a perdu 9 petits jeux seulement. Si on se concentre uniquement, comme vous le souhaitez, sur Federer, il était quand même très bien tennistiquement parlant. Ensuite, il y a eu cette demi-finale accrochée, très accrochée contre Stan Wawrinka. C'est jamais facile de jouer un compatriote, ils se connaissent par cœur. C'est honnêtement, parce que j'ai été sur le court, un petit miracle qu'il gagne ce match. Roger Federer, il a eu 4 balles de match pour Stan Wawrinka. Donc oui, il était très bien, mais ce match-là, franchement, il ne doit pas le gagner. Alors, Thomas, Thibault, autant pour moi, la finale, l'attitude de Federer lors de ce tournoi à 31 ans, est-ce que certains sont un peu surpris qu'il retrouve ce niveau de compétition? Oui, il retrouve quasiment le niveau de ses plus belles années. On parle des années 2006. Mais c'est pas un paradoxe, Thibault, par hasard? Pardon? C'est pas un paradoxe avec le cas Federer, parce qu'on pensait que, entre guillemets, il était peut-être déjà cuit. Oui, je suis le premier surpris, effectivement. C'est hallucinant de le voir jouer à ce niveau-là en 2014, alors qu'en 2013, c'était très compliqué. Il avait ses problèmes de dos. Il a fait une saison 2013, peut-être la pire de sa carrière. Et cette année, il est extraordinaire. Et alors, il y a 2 explications à mon sens. Il a retrouvé un physique hors norme grâce justement à ses problèmes de dos qui ont disparu. Et puis, on l'oublie trop, mais ce changement de raquette a changé aussi beaucoup de choses pour lui. Alors, très bien. Alors, pour la finale de la Coupe Davis qui a lieu demain face à la France, bien sûr, Thibault, on sait qu'une fois de plus, vous y êtes. Comment sentez l'adversité face à Gaël Monfils, je crois? Bah oui, il va jouer Gaël Monfils. Ouais, j'y suis, effectivement, je suis à Lille. Là, pour ne rien vous cacher, je vous réponds. Ouais, j'imagine bien, ouais. Lille, ça va être un gros match. Ce sera le match numéro 2 demain. Avant, il y aura Wawrinka contre Tsonga. Je peux vous donner une petite info. Sachez que Joe est pas forcément très bien. Il y a toujours cette petite douleur au bras droit qui l'embête un petit peu. Il va devoir jouer un Wawrinka qui revient bien, à l'image de cette demi-finale au Masters. Et concernant ce Federer Monfils, ça va être très intéressant parce que on va tous épier, regarder de très près les 10 premières minutes du match de Federer. Savoir comment il se comporte, si son dos va bien, s'il peut bouger normalement. Donc on en saura plus finalement au bout de 10 minutes de jeu. Là on saura s'il peut jouer un vrai match de tennis ou alors s'il va devoir
devoir tenter des choses pour accélérer les échanges et le match. Alors Thibaut, au niveau de son dos avec Federer, est-ce que ce n'était pas une astuce pour pouvoir privilégier la finale de la Coupe Davis en abandonnant le Master 1000 de Londres? Non, cette théorie du bluff dont on a un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, dans les médias, j'y crois pas une seconde. Très honnêtement, quand il fait forfait pour une finale d'un Masters, c'est que forcément il a mal. Il ne peut pas mentir, c'est pas possible. Il peut jouer Djokovic devant 7000 personnes sur l'un des plus beaux cours de tennis au monde. Certes, il a déjà gagné 6 Masters, mais il a l'occasion d'aller en chercher un 7e. Franchement, c'est pas du bluff. Après, il est vrai que si il déclare forfait dimanche et il se prive d'un tel match qui est même pour lui encore une cerise sur le gâteau, c'est pour privilégier effectivement cette Coupe Davis. En déclarant forfait dimanche, peut-être que ça lui a permis de jouer dès demain, dès vendredi, ce premier simple ou ce deuxième simple du premier jour. Alors Thibaut, merci une fois de plus d'avoir été en direct pour cette édition de Samedi Sport sur les antennes de Canal International. Super pour commentaire, on a suivi, c'était avec beaucoup de plaisir Thibaut. À très bientôt. À bientôt, merci à vous. Alors, on revient avec vous, Arthur Jean-Wan, sur le cas du Master 1000 de Londres. Et on reviendra aussi sur la Coupe Davis. On était sur les critères pour pouvoir participer à cette compétition. On évoquait le cas Federer, qui a semblé être la belle surprise tout de même. Oui, c'est la belle surprise. Et c'est vrai que Thibaut le disait, le joueur Federer, c'est 33 ans. 33 ans tout de même. Ouais, c'est 33 ans. Mais pour moi, il a gardé une fraîcheur dans son tennis. Il a été diminué par des problèmes de dos. Il faut aussi dire, moi je n'ai pas pensé à la raquette, mais il faut aussi dire que Federer a été papa. Jumelle d'abord, il a été à nouveau papa cette année. Il est moins souvent présent sur les cours, mais quelque part finalement, cette année, il avait moins de points à défendre que que Djokovic. Il s'est senti mieux, ça a permis de mieux aller. Au Master 1000 de Londres, attention, il y avait aussi quelqu'un dont on ne parle pas. Qui n'était pas là. Peut-être Nadal. Ah, Nadal, oui, bien sûr. Nadal n'était pas là. Et ce Nadal, avant ça, c'était le numéro 2 mondial quelques semaines avant le Master 1000 de Londres. Nadal a été vraiment touché par des pépins physiques toute l'année. Il a connu une année pire même encore que celle que Federer a connue l'année dernière. Il n'était pas là. Et en fait, c'est parce que le jeu de Nadal, très exigeant, a vraiment pesé sur son physique, son genou, ainsi de suite. Alors, on va rester toujours sur ce Master 1000 du côté de Londres pour s'intéresser à cette rencontre entre Federer et Wawrinka éventuellement, parce qu'il y a une petite anecdote. Ouais. Alors, que se passe-t-il en tennis qui fasse en sorte que lorsqu'on sert, on a besoin d'une concentration extrême? Dis-nous tout. En tennis, la personne qui sert commande l'échange, tout simplement. Donc, sur des surfaces comme celle-là, des surfaces rapides, il faut être excellent relanceur. Federer-Wawrinka, cette demi-finale était vraiment énorme. Thibaut a dit que c'était des nationaux qui se rencontraient. Mais Federer perd le premier set. Dans le deuxième, il s'accroche. Au troisième set, il sauve 4 balles de match. Le public, il faut dire souvent dans ces Master 1000-là, très souvent quand on arrive dans ces ambiances de fou, les gens adorent les comebacks, c'est spectaculaire, c'est l'émotion. C'est des histoires. C'est glamour à la limite. Et voilà, c'est le papy Federer, parce qu'il faut voir, les autres, c'est des petits jeunes pour lui. Oui, déjà, Djokovic, Nadal, c'est la même tranche d'âge, ils sont beaucoup plus jeunes que Federer. Alors quand vous parlez de Raonic, Nishikori, c'est alors la classe biberon. Donc quelque part, ça plaît au public de voir ce papy qui a la forme. Oui, il tient. Alors cette anecdote, on y revient. Wawrinka, Federer. Un service de Wawrinka, comme ses nombreux services bien sûr, mais il est dérangé, dit-il, par l'attitude de la femme de Federer. Comment peut-on expliquer cela au point où vous se mettez au point de la vie? D'ailleurs, on va voir une image très rapidement. Ce qui s'est exactement passé, des images exclusives une fois de plus de beIN Sport. Alors, le temps que on nous envoie justement l'image de Wawrinka et Federer pendant ce service qui nous explique clairement un tout petit peu ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'il a dit après la rencontre, il y a eu un incident dans les vestiaires, il a dit qu'il était totalement déconcentré par Mirka Wawrinka qui encourageait son mari de manière très véhémente, alors qu'on sait très bien que la tradition veut que sur les services, pendant les échanges, il n'y ait ni flash, ni encouragement. On va revoir la technique justement, le palmarès de Federer cette saison, comme on a eu à le voir à l'instant. Federer qui a su
être à la hauteur. 5 titres, 6 finales, 72 victoires, 11 défaites. Merci encore Bedoin Talon pour tout ce montage qui fait un travail exceptionnel. On peut aussi voir d'ailleurs le cas de Djokovic qui cette saison a obtenu 7 titres tout de même, une finale, 61 victoires et 8 défaites. On va donc revenir à l'instant à cette rencontre entre Wawrinka et Federer et ce petit passage assez anecdotique. Je vous invite à suivre plutôt. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que je suis pas du côté. Et voilà, elle a fait pareil à oui. Je regarderai pareil. Elle a fait pareil à oui. Je regarderai. Pareil, chaque fois que je suis du côté, elle gueule jusqu'à l'officiel. C'est pour ça. Stan, qu'est-ce qu'il y a? Non, Stan. Non, Stan. Non, Stan. Arthur, avec vous, nous qui avons suivi attentivement cette finale, ce moment-là, c'était quand même assez... Et le paradoxe, c'est simplement que c'est nous des coéquipiers en sélection. Alors, au point de... D'ailleurs, la presse en a fait des cheveux gras. Voilà. C'est pas idéal pour préparer la finale de Coupe Davis. Non, mais bon, je pense que Stan, en fait, il faut se remettre dans le contexte. Ça devenait nerveux sur le terrain parce que Stan Wawrinka, il faut quand même le dire, cette année, il a gagné un titre du Grand Chelem. Ouais. Donc, il a gagné en Australie. Il a le vent en poupe. Toujours vu comme l'éternel numéro 2 suisse, il arrive à être il était presque vu comme le numéro 1. On arrive à un moment du match qui est extrêmement délicat. Il aurait pu faire fi, sincèrement, de ça. Bon, après, les échanges avec Mirka Vavrinek, on voit tout de suite qu'elle mais son envie aussi de vouloir gagner cette rencontre oui, est justifiée. C'est le Master 1000 de Londres. C'est pas juste de la part de la compagne, l'épouse, autant pour moi, de Federer, d'avoir une attitude aussi... non, c'est pas... D'autant de légèreté, quand même. Oui, c'est pas juste. Mais bon, voilà, vous êtes concentré sur le court. Vous devez être concentré dans votre tennis. Ça peut arriver. Vous savez, il peut y avoir un flash, quelqu'un qui gueule sur le court. Vous devez rester pro. Je pense surtout qu'il y a eu c'était un moment de tension palpable. Le Master 1000, il faut savoir que c'est le tournoi le plus important après les 4 titres du Grand Chelem. Le gagner, c'est toujours quelque chose d'énorme. Bon, Stan a peut-être un peu craqué, certes un peu poussé par Mirka Vavrinek, mais il aurait pu rester dans le... On a eu la position tout à l'heure de Thibaut par rapport à l'attitude, du moins le forfait de Federer. J'aimerais avoir la vôtre. Pensez-vous que c'est un forfait réel ou Federer préparait déjà cette finale de Coupe Davis? Non, alors sincèrement, moi je pense vraiment à un forfait réel. Lorsque vous êtes compétiteur comme Federer l'est, lorsque vous avez la chance de jouer une finale d'un Grand Chelem ou une finale d'un Master, comme le Master de Londres, vous vous amusez pas à dire je calcule. Maintenant, il faut savoir que oui, il aurait pu jouer 3 heures sur le court face à Djokovic et ça aurait peut-être un peu plus entamé son dos. Mais demain, il y a la finale de la Coupe Davis. Il est opposé à Gaël Monfils, je crois. Il est opposé à Gaël Monfils. Wawrinka avec Gasquet, je crois. Voilà. Et avec Tsonga. Avec Tsonga, autant pour moi. Mais je pense que sur la finale de Coupe Davis, ça se passe à Lille. Tout le public français sera derrière. Ils sont sur la terre battue qu'ils ont choisi, les Français. Ils seront extrêmement galvanisés. On ne peut pas se permettre. Quel est l'avantage donc de la terre battue pour les Français et l'inconvénient pour les Suisses? D'ailleurs, les Suisses aussi sont habitués à jouer sur la terre battue. Je n'ai pas vraiment vu ça comme un inconvénient, un avantage. Disons qu'ils cherchaient la surface où ils seraient le moins désavantagés, surtout face à Roger Federer. Federer, sincèrement, sur gazon, Wimbledon, c'est son temple. Sur surface rapide, tout le monde est bon sur surface rapide. La terre battue, c'est une surface lente qui se gorge de terre. On sait très bien que Federer déteste jouer sur son revers, sur la terre battue à hauteur d'épaule. Ils vont essayer de capitaliser sur ça. C'est la surface la moins mauvaise pour eux pour affronter Roger Federer. La Suisse a une chance de pouvoir la remporter. Sachant que Federer est tout de même atténué parce que, quel que soit son état de forme, il ne peut pas être à 100%. Ouais, il ne sera peut-être pas à 100%, mais sincèrement, l'enjeu est énorme. Là encore, on parlait tout à l'heure dans le foot de nationalisme, de patriotisme. Et si ma maman est bonne, si elle est bonne, si et seulement si elle est bonne, je crois que Federer n'a jamais remporté de Coupe Davis. Non, il n'a pas eu la possibilité parce qu'il faut avoir un coéquipier. Elle est donc bonne, ma mémoire. Oui, votre mémoire est très très bonne, mais les chances
la France a beaucoup de chance parce qu'ils seront poussés par le public. Quand vous avez un génie comme France, Federer... c'est une culture de Coupe Davis aussi. Hein, oui, c'est vrai. La période non, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est une équipe qui est quand même très concentrée sur la Coupe Davis. Et je crois que cette fois-ci encore, il faut faire confiance à la France. Gaël, mon fils, il est très, comment dirais-je, déterminé à prendre cette finale. Bon, je crois que Federer, il y a un peu eu de bluff là-dessus parce qu'il s'est entraîné hier, il ne s'était pas entraîné avant-hier, tout ça. On verra bien demain ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je fais plus confiance à la France. D'accord, très bien. Puisque justement, on semble faire confiance à la France concernant le tennis, le football, on faisait plus confiance. Vous s'intéressez aux différents favoris des conférences Est et des conférences Ouest. Et pour en parler, nos spécialistes de basket sont là, tant plébiscités. Hein. On va débuter par Yves Ngounou. Yves Ngounou, bonsoir. Bonsoir, Didiska, bonsoir à nos téléspectateurs. À ses côtés, Steve Ngassa, bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs. Et bien sûr, on rappelle que Arthur Jonwan, qui est aussi un adepte de basketball, est resté parmi nous pour en parler. Alors, on va donc évoluer avec ce sujet, hein, pour d'abord, dans un premier temps, s'intéresser déjà à nos compatriotes qui évoluent, notamment Luc Bamouté et Joel Embiid, rappelons-le, qui, cette saison, évoluent dans la même team, hein, on va dire. C'est ça. Oui, ils évoluent dans la même équipe au Philadelphia 76ers. Bon, bien évidemment, Joel Embiid est toujours blessé, il est en train de suivre sa rééducation. Donc, au niveau du terrain, nous avons uniquement Luc Richard Bamouté qui représente fièrement les couleurs du Cameroun avec une saison quand même peut-être pas exceptionnelle au niveau des statistiques, mais individuellement, elle se défend. Alors, avec le cas de Luc Bamouté qui est tout de même, après une saison assez compliquée, la saison dernière, aujourd'hui, on le voit déjà être assez présent tout de même, c'est-à-dire que son temps de jeu a nettement évolué par rapport à la saison dernière lorsqu'il était du côté de Sacramento Kings. Oui, tout à fait. Bon, il faut dire qu'il évolue dans une équipe qui est en pleine reconstruction. Il est l'un des vétérans de l'équipe et c'est la dernière année de son contrat. Donc, il a tout intérêt à montrer exactement ce qu'il peut faire pour espérer pouvoir reconduire son contrat avec son petit frère Joel Embiid. Alors, on va voir en image, n'est-ce pas, les différentes conférences, les conférences Est et éventuellement Ouest. On va débuter avec la conférence Est pour essayer de savoir quels sont les favoris de ces conférences, Yves Gono, éventuellement. Pour l'instant, la saison est encore jeune. Nous sommes à 10-11 matchs. Et les Raptors de Toronto sont en tête à la conférence Est. Ce qui est une première. Pour l'instant, on a Chicago qui est en deuxième position. Les favoris, en début de saison, selon les analystes, c'était Chicago, c'était Cleveland, à cause de l'effet LeBron James. Pour l'instant, Cleveland se cherche encore. Ils sont à 5 victoires, 5 défaites. Ils ont perdu de 2 points hier contre San Antonio, avec une balle perdue de LeBron James dans la dernière minute. Donc pour l'instant, la saison est encore jeune. N'oublions pas que la saison NBA, c'est 82 matchs. Donc c'est encore tôt de pouvoir tirer des conclusions. Alors, avec vous, Arthur Jonwan, on parle de Cleveland qui a fait quand même, a permis le retour de LeBron James chez lui tout de même. On se souvient comment encore comment il a été reçu pour son retour. Est-ce que Cleveland, selon vous, dans cette conférence, pourrait être un adversaire, une équipe à la hauteur pour pouvoir être champion de cette conférence? Bon, Cleveland, c'est l'effet buzz d'abord pour commencer. Je sais, Yves Lionel que je connais, et moi on supporte la même équipe, le Miami Heat. Honnêtement, Cleveland, oui, ils ont LeBron qui est forcément le meilleur joueur, peut-être individuellement le meilleur joueur avec Durant, mais sans doute le meilleur joueur de la saison. Ils ont Kevin Love qu'ils ont drafté cette année, qui sera quand même un très bon atout au rebond, au scoring. Ils ont des jeunes comme Kyrie Irving. Ça va être une bonne équipe, mais on dit ne jamais sous-estimer le cœur du champion. Pour moi, le champion, ça reste d'abord San Antonio. À l'Est, le champion, c'est d'abord Miami, même si la saison est trop jeune, comme a dit Yves Lionel. En ce moment, les Bulls, je les vois bien. Cleveland, bon, forcément, ils seront mieux, mais ils ont commencé assez mitigé. Alors, on va voir le 5 majeur, justement, de Cleveland en image. Cependant, on revient avec le duo Irving et LeBron James. Vous pensez que dans cette conférence, ce sera un duo qui va tenir la dragée haute? LeBron, on n'a plus besoin de démontrer LeBron. Il était à Miami, mon équipe favorite l'année dernière. Ça va, c'est LeBron, on n'a plus rien à dire. Kyrie Irving, c'est très très prometteur. C'est parfois d'excellents matchs, mais parfois aussi c'est inconsistant. C'est pas encore la top classe mondiale, mais
Il faut le mentionner, Chicago, c'est une équipe qui est beaucoup plus défensive parce que le coach de Chicago, Tom Thibodeau, lui, il est beaucoup plus penché vers la défense. Ce qui est l'opposé de David Blatt, le coach de Cleveland, qui est beaucoup plus penché vers l'attaque, qui était même en Europe avec le Maccabi Tel Aviv, qui a gagné le titre en Europe. Donc pour l'instant, on verra ce que ça va donner. À Chicago, on a Joachim Noah, le compatriote, qui était parmi les meilleurs défenseurs de la NBA l'année précédente. On a maintenant Paul Gasol, qui a trouvé une seconde jeunesse, qui prend des rebonds, qui marque à l'intérieur. Donc ils ont des tours jumelles qui sont assez efficaces. Le seul talon d'Achille de Chicago pour l'instant, c'est Derrick Rose. Le star Derrick Rose qui a tendance à encore se blesser. On est à 10 matchs et il en a manqué déjà au moins 3. Donc pour l'instant, on se demande s'il va pouvoir tenir toute la saison. Mais Derrick Rose, justement, qui était considéré, qui est toujours considéré comme un véritable prodige du basket américain, mais qui malheureusement, à chaque fois, revient, chute, et ça a tendance à pénaliser cette équipe des Bulls. Oui, là maintenant on verra. Pour l'instant, il semble tenir, on lui donne suffisamment de temps de repos. La question qu'on se pose, c'est de savoir si le championnat du monde auquel il a participé lui aura fait du bien ou alors lui aura fait du tort. Parce qu'il aurait pu utiliser cette période-là pour pouvoir se reposer, attendre que la saison NBA commence. Et on avait même pu le constater pendant ce championnat du monde. Son coach de Chicago, Tom Thibodeau. Tandis que là, on voit le 5 majeur tout de même. En principe, là, on voit le 5 majeur. Avec des différents renforts du côté des Bulls. Hein. Oui, avec Mike Dunleavy qui joue en poste 3. Donc, ils ont un très bon 5 pour l'instant. Ils sont deuxième de la conférence. Et on verra ce que ça va donner. Très bien. Alors, avec vous, Steve Gassa, concernant toujours cette équipe, pensez-vous que les Bulls peuvent être champions de cette conférence cette saison? C'est plus l'époque de Pippen, hein, mais... Non, c'est plus l'époque de Pippen, mais il faut quand même rappeler qu'avant la blessure de Derrick Rose, c'est une équipe qui a dominé la conférence Est. À l'heure actuelle, il n'y aurait possiblement que Cleveland qui pourrait empêcher les Bulls d'aller en finale. Mais la réalité pour Cleveland, c'est que vous avez deux joueurs majeurs de l'équipe qui n'ont jamais joué un match de playoff, c'est-à-dire Kyrie Irving et Kevin Love. Donc, pourront-ils rapidement rattraper cette expérience, surtout que l'on sait que Chicago a toujours été une équipe qui se donne à fond, qui ne laisse aucune possession gratuite à l'adversaire. Et avec le renfort de Paul Gasol, ça fait vraiment deux tours jumelles. Et il y a vraiment l'éclosion cette année de Jimmy Butler. Donc je pense que Chicago est armé, avec ou sans Derrick Rose, d'après moi, pour que la série soit très longue s'ils en viennent à rencontrer Cleveland. Alors, avec vous, Arthur, les tours jumelles, moi j'adore ces tours jumelles en tout cas, celle des Bulls, entre Paul Gasol et Joachim Noah, qui sans aucun doute sont en train de, dans la complémentarité, sont en train de faire leur petit bout de chemin. Oui, c'est comme Yves Lionel le disait tout à l'heure, Thibodeau, c'est parole à la défense. Joachim Noah, c'est extrêmement défensif. Gasol, cette année, revient extrêmement fort après, je crois, quand même 2 ans de galère aux Lakers. Ouais. Et vous avez la... Rappelons que Kobe Bryant a quand même été très très déçu de son départ. Il ne s'y attendait pas, le beau. Oui, mais bon, Kobe doit pouvoir mieux manager pour garder ses coéquipiers autour de lui. Je pense qu'avec Dwight Howard qui est parti, Paul Gasol qui est parti, c'est un peu l'anti-LeBron quelque part. LeBron, c'est le facilitateur. Il implique, il involve tout le monde. Excusez-moi pour le néologisme, enfin l'anglicisme. Mais honnêtement, non, les Bulls ont l'air beaucoup plus, j'ai envie de dire, équilibrés. Ouais. Parce que Derrick Rose, c'est quand même l'atout offensif qui peut passer, slicer dans les défenses. Et vraiment, l'équipe est vraiment axée sur la défense. Et généralement, NBA, Steve le disait tout à l'heure, dès qu'on arrive au moment des playoffs, c'est parole à la défense, c'est parole à chaque possession, aucune possession gratuite, comme il le disait. Alors, avec vous, Yves Goudon, on revient sur les favoris plutôt, puisqu'on a dit un mot concernant la conférence Est, intéressons-nous plutôt aux favoris de la conférence Ouest. Du côté de la conférence Ouest, quels sont donc les grands favoris? Du côté de la conférence Ouest, en début de saison, l'un des favoris, c'était les Thunders d'Oklahoma. Et malheureusement, il y a eu la blessure de Kevin Durant qui sera absent pendant très longtemps. Et ça se ressent maintenant sur leur performance parce que au moment où je parle, les Thunders d'Oklahoma sont derniers de la conférence Ouest. Sont derniers de la conférence Ouest. Et l'avant-dernière équipe, ce sont les Lakers de Kobe Bryant. Et comme l'a dit Arthur, on constate que Kobe se retrouve un peu esselé avec le départ de Paul Gasol et la blessure également de Steve Nash. Donc pour l'instant, on verra. Mais à l'Ouest, quand même, il y a les favoris qui sont là. On a les Grizzlies
de Memphis, avec l'autre frère Gasol, Marc Gasol, avec Zach Randolph. Le petit frère de Marc, de Paul, oui. Oui, le petit frère de Paul. Et puis on a les Clippers qui se cherchent encore pour l'instant. Ils n'arrivent pas encore à se retrouver, mais on verra. Mais pour finir, parce que tout à l'heure on a parlé de l'Est, je voulais finir par l'équipe de notre compatriote, les Sixers. Je crois lors d'une émission précédente, on avait un peu parlé des Sixers ici. On vous avait fait comprendre que les Sixers ne sont pas encore suffisamment armés pour pouvoir faire les playoffs cette année. Et ça se ressent parce qu'après 11 matchs, les Sixers n'en ont encore gagné aucun. 0 victoire, 11 défaites. Donc on espère que nos compatriotes pourront trouver le chemin de la victoire dans les jours et dans les matchs qui suivent. D'accord, très bien. On va donc en profiter, n'est-ce pas, pour voir un tout petit peu, comme la saison a déjà débuté du côté de la NBA, le top 10 de ces derniers jours, en image très rapidement. On a 9-game night in the NBA, this is the best of the best, your top 10 plays on NBA.com. At number 10, Jarrett Jack. Over his shoulder and behind his head to Jerome Jordan for the alley-oop slam. 4 assists for Jack on the night and 4 points for Jordan. And hey, we cracked our top 10 plays. At number 9, off the turnover, it's headed the other way. Beno Udrih to John Lure for the slam over Tariq Black. Now, the Grizz bench was killing it. Kufis, Udrih, and Lure all in double figures on the night, and they're loving it. At number 8, LeBron James, named the Eastern Conference Player of the Week for the 46th time in his career, and that is exactly why those were 2 of his 22 points on the night, and your number 8 play. At number 7, Isaiah Thomas on the break. He's looking ahead to Gerald Green. And guess what? He's going to find him. He'll throw it down right here. Green doing that against the team, by the way, that picked him 18th overall back in 2005. And the win, by the way, as well. At number 6, Shabazz Napier with the rebound. Looking ahead to James Ennis, who will throw it down. He had 10 points and 8 rebounds off the bench. And unstoppable on that transitional play. At number 5, Jeff Green, leading the Celtics with 28 points. And guess what? These weren't even the most impressive 2. Spoiler alert, you're going to see him yet again in this top 10 countdown. But that is number 5. Now at number 4, Chris Paul. Now we often see CP3 to one of these guys, but they're getting it done together. CP to Blake Griffin to DeAndre Jordan for the alley-oop. Jordan, by the way, had 10 points and 17 rebounds on the night. And at number 3, Tyreke Evans, looking to Anthony Davis, throwing it down on top of Robin Lopez. If you're a member of the family, look away, because we have to show it to everybody else just a few more times. AD unstoppable, as usual, with 31 points and 11 rebounds. But check that out. Al-Farouq Aminu driving for the slam all over Bismack Biyombo. He had 9 points and 11 rebounds on the night. Almost the best of the best, but Jeff Green, like I said, didn't take home the W, but does take home a couple of our top plays, the steal and the slam on the other end. JG with not only 28 points on the night for the C's, but number 5 and number 1 on our top 10 plays on NBA.com. Comme disait la présentatrice, the best of the NBA.com, uniquement ici dans les éditions de Samedi Sport sur les antennes de Canal 2 International. Alors, on continue les analyses concernant ces différentes conférences pour sortir de cette édition avec le cas de la conférence de Est, comme disait Ingounou, par rapport à nos compatriotes qui étaient dans une situation pas très confortable, notamment chez les Sixers. Non, bon, il faut réaliser que les Sixers ont une approche à long terme. Ils ont décidé de reconstruire, de rebâtir l'équipe. La dernière véritable star qu'ils ont eue, c'était Allen Iverson, et ça remonte déjà pas mal d'années. Answer. J'aimais beaucoup son petit surnom. Il avait la réponse à pas mal de choses, mais pas à tout. Tout. Donc, évidemment, la raison d'ailleurs pour laquelle ils ont pris le risque de drafter Joel Embiid,
parce qu'ils savaient que, comme l'année dernière avec Nerlens Noel, qu'ils avaient le temps de le faire se reposer, de se soigner. Et je pense que les 76ers, dans 2, 3, 4 ans, ils vont atteindre leur maturité. À ce moment-là, il faudra certainement trader pour un vétéran pour permettre vraiment de montrer le chemin à ces jeunes-là. Mais ils auront une très belle paire de tours à l'intérieur de la bouteille avec Nerlens et Embiid. Très bien. Merci à vous d'avoir été présent. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et accompagnés une fois de plus dans ces aventures de Samedi Sport. En tout cas, sachez, comme d'habitude, nous, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de